Il est 11h et vous faites bien de nous choisir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Presse Éco. La chaleur continue de monter, le temps passe, les plaintes se multiplient, la Sonabel s'explique, mais les délestages se poursuivent. Après la sortie du directeur général de la Société nationale d'électricité, place au décryptage sur le plateau. Décryptage également des coupures d'eau. Que se passe-t-il avec les installations de l'ONEA? L'ONEA, dont la communication est pointée du doigt, se reproche. Eh bien, le gouvernement de la transition ne voudrait pas le vivre. Il a décidé de passer à une vitesse supérieure à propos de la communication de guerre et de crise. 670 millions de francs CFA seront décaissés. À cet effet, des cabinets privés de communication sont bénéficiaires des marchés où il sera question d'assurer la communication du fonds de soutien patriotique. La décision passe mal chez certains au sein de l'opinion. Et que dira l'opinion dans le contexte ivoirien? Guillaume Soro, en exil depuis 2019, affirme avoir téléphoné au chef de l'État pour saluer le début de la décrispation politique en Côte d'Ivoire. Il parle d'échanges marqués par la cordialité avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Après 5 ans de rupture, les deux hommes posent un pas vers la réconciliation nationale. Jusqu'où ira ce rapprochement? Quelle perspective pour la présidentielle de 2025? Au Sénégal, la présidentielle est terminée. Place au travail. Le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont désormais aux affaires avec Sonko à la primature. Il parle de rupture, de changement systémique de souveraineté. Le gouvernement formé est axé sur ses valeurs de gouvernance. C'est le début d'un nouveau temps pour le Sénégal. Mesdames et messieurs, voilà pour le plat de résistance de notre rendez-vous du jour. Merci une fois de plus de nous rejoindre. Avec moi en plateau, Dr Moumouni Zoumrana. Il est enseignant-chercheur et maître de conférence à l'université Joseph Kizerbo. Bonjour docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À côté de vous, Issouf Ouedraogo, il est analyste politique, il est journaliste chez Libre Info, un média en ligne. Bonjour Issouf. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau ce matin. Merci pour l'invitation. En face de vous, Yamba Kabré, donc, il est journaliste indépendant et correspondant de presse. Yamba, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous remercie. Et enfin, Moussa Sabadogo, journaliste, consultant et formateur. Bonjour Moussa, merci d'être avec nous. Merci. Et également, mais avant d'aller plus loin, c'est une actualité qui n'est pas passée inaperçue, une nouvelle voix discordante au Burkina Faso. C'est une organisation de la société civile qui a vu le jour. Dans une déclaration, le FDR, le Front pour la défense de la patrie, fustige la gestion du pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. L'appel à la mobilisation des Burkinabés réclame une transition civile et consensuelle. Docteur Zoumrana, c'est une posture assez rare. Comment analysez-vous la création de cette nouvelle organisation de la société civile? Alors, c'est un mouvement de la société civile. Leur opinion et ils sont libres de leur pensée et nous respectons leur position, mais ce n'est pas évident que le contenu du message soit partagé par la majorité burkinabé, parce que si on s'inscrit dans cette logique de dégagisme, ce n'est pas évident que le Burkina soit solide pour supporter encore une autre crise. Vous savez, lorsque la lutte contre le terrorisme a démarré. En temps, on a dit que Roch Marc Christian Kaboré n'avait pas les moyens de le faire. On lui a dit de partir. Après, c'était Damiba. On lui a dit de partir. Aujourd'hui, nous sommes avec un président. Et quand on analyse quand même en profondeur ce qui a été fait et ce qui a d'être fait, il y a quand même, c'est vrai que tout n'est pas rose, mais quand même, il y a de la matière. Et je pense qu'on peut critiquer. Pour moi, il s'agit de se regrouper ensemble pour essayer de donner des pistes au lieu de demander à ce qu'on recommence encore à zéro. Parce que ce n'est que du temps perdu. Et mieux, et ce qu'on avait déjà tracé comme sillon, on risque de s'effacer. Donc, à mon avis, le moment n'est pas très bien choisi pour qu'on demande, en tout cas, j'allais dire, cette situation de tabrase. Et d'ailleurs, souvent, c'est un peu facile de lancer des pics comme ça quand on est à l'extérieur. Mettre les enfants, des gens dans la rue, quand on est à l'extérieur, c'est facile. Mais l'inconvénient, c'est que souvent, comme on est un peu détaché de la situation qui se passe à un instant T, on peut être un peu, dans son analyse, ça peut être un peu biaisé quand même.
Sinon, ce qui a été dit, je trouve que c'est, à mon avis, et ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, je trouve que c'est excessif et c'est pas évident que la majorité des Burkinabés partagent ce point de vue. Merci. Moussa Savadogo, êtes-vous d'avis avec Dr Zougrana? Non, moi, peut-être, il a donné son point de vue. Moi, je pars d'un constat. Avant de rentrer dans le contenu de ce qui a été dit, je constate qu'il y a des Burkinabés qui ont décidé d'assumer aussi leurs responsabilités et de s'opposer au MPSR2 et au capitaine IB de façon frontale. Donc, de sortir du bois, de s'affirmer et de donner leur opinion, peut-être de proposer une autre alternative. Donc, c'est comme ça que je vois ces choses. Maintenant, moi, qu'est-ce que ça me dit? Je dis que tout ça, il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Que ce soit ceux qui sont à l'extérieur et qui peut-être sont sortis, pas parce qu'ils le voulaient, mais aussi peut-être parce que la question sécuritaire à l'intérieur justifie qu'ils puissent partir. Je ne défends personne, hein, je constate. Ou que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je pense que personne ne gagnerait à ce que, comme Zougrana l'a dit, que le Burkina revienne à une situation de table rase. Je suis d'accord avec ça parce qu'on a beaucoup de défis à relever. Mais pour qu'on puisse arriver à ça, il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Je pense que peut-être qu'au niveau du gouvernement, on essaie aussi de se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, ces questions sont quoi? Est-ce que de l'intérieur, nous avons suffisamment de plateformes, de débats, de propositions, sans être accusés d'apatride ou de ceci ou cela, sans être enrôlés, etc. Est-ce que les conditions objectives sont réunies pour que tous les Burkinabés puissent se prononcer de façon claire sur la gouvernance. Mais ce débat est épuisé. Le Premier ministre l'a dit clairement au Parlement. Il n'a pas pour vocation de rassembler tous les Burkinabés. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on rassemble tous les Burkinabés pour avancer. Dans ce cas, sans justifier ce qui a été dit par le Fonds de défense de la République, je trouve que effectivement, si on ne crée pas les conditions de rassemblement, de débat inclusif pour que tous les Burkinabés puissent s'exprimer et ne pas subir la colère de ceux qui sont critiqués, ça donne ce genre de situation où on va sortir, on va aller quelque part où on se sent en sécurité et on va continuer à se battre. Parce qu'eux aussi, ils revendiquent leur appartenance au pays, une manière de dire le pays appartient à tout le monde, etc. Donc, c'est peut-être un peu sur ce point-là qu'il faut peut-être poser le débat pour dire que chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, que ce soit le pouvoir, peut-être au pouvoir de mettre un mécanisme sur pied pour vraiment écouter même ceux qui le critiquent, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, parce que nous sommes tous des Burkinabés, et de l'autre aussi de dire à ceux qui ont quitté le pays et qui veulent s'opposer, choisir leurs armes. Donc il n'est pas question, je pense, de tenir des propos ou de porter ou d'avoir une attitude qui va faire encore beaucoup plus de mal. Un autre élément, c'est que la plupart de ces gens se retrouvent en Côte d'Ivoire. J'ai vu sur les réseaux sociaux, le pouvoir ivoirien a été accusé par certaines personnes. Là encore, je pense que le Burkina devrait peut-être choisir un peu la voie de la diplomatie avec la Côte d'Ivoire pour essayer de voir comment on peut, tout en assurant la sécurité de ceux qui ont fui le pays parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, qu'ils puissent vivre, que l'hospitalité ivoirienne puisse les concerner, sans qu'ils soient... ils utilisent le pays comme base arrière pour déstabiliser le pays. Donc c'est pour ça que je dis que dans toute chose, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin et que froidement on analyse la situation. Parce que ne l'oublions pas, on peut empêcher quelqu'un de manger, mais la liberté on ne peut pas. C'est-à-dire que quand les gens vont sentir que leur liberté, ceux qui sont sortis pour faire partie de Blaise Compaoré, ceux qui sont sortis pour manifester contre le coup de Djendjéré, c'est des gens qui ont compris que rien ne vaut que leur liberté, y compris au prix de leur vie. Donc si ce pouvoir-là aussi va dans ce sens, faire croire que les libertés ne sont plus respectées et consomment, ça peut effectivement donner ce genre d'attitude-là. Donc je pense qu'il faudrait plutôt analyser froidement ce qui est en train de se passer et voir comment on peut gérer la chose au mieux. Merci Yamba. Moussa Savadogo l'a dit tout à l'heure, on parle également de Paris, d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. On va le dire clairement, ce sont des pages dites de soutien à la transition en cours au Burkina Faso. Est-ce que pour vous, cette thèse est plausible, Abidjan et Paris, dans un complot pour déstabiliser la transition? Est-ce que c'est plausible? De prime abord, je devrais d'abord déprécier
la forme. C'est-à-dire qu'on est dans une posture où on sort du pays, on est à l'extérieur, on fait des déclarations subversives contre le pays, quelle que soit la bonne raison, quels que soient les arguments. Ce n'est pas possible de se mettre en avant d'une position pour attaquer son pays de cette façon. Moi, je l'ai dit dernièrement avec une déclaration de l'opposition malienne en Côte d'Ivoire qui est allée jusqu'à mettre en place un gouvernement de transition parallèlement au gouvernement de transition au Mali. J'ai dit que c'était des situations déplorables à éviter. Si vous voyez, la déclaration porte le nom d'une personnalité, certes, mais je n'ai pas vu un fondement d'une association, d'un mouvement politique citoyen qui s'est constitué légalement avec des statuts, un objectif clair, des adhérents, des personnalités affichées qui revendiquent une posture, des arguments, une manière de faire avec des propositions pratiques et pragmatiques. Maintenant, dans le fond, si on veut bien regarder, c'est pratiquement un narratif ancien, c'est une relique du passé, c'est la rhétorique des intellectuels IPLCE, ce qu'ils appellent dès l'entame de la transition, qui ont voulu se positionner comme l'aile dirigeante civile pour mener la transition. Mais ça pose aussi un autre problème, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a un dilemme. La transition est dans un dilemme et la classe politique aussi est dans un dilemme. Aujourd'hui, je vous le dis, même si on a la fin de la guerre aujourd'hui, est-ce qu'on a à mesure de faire des élections? Je ne le pense pas. Pourquoi? Parce que la posture du capitaine, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui? Est-ce que l'opinion publique est préparée pour que le leadership du capitaine soit dans un processus démocratique? On ne l'a pas préparé. Et je l'ai dit dès l'entame de la transition. La transition a fait un faux départ. Il fallait d'abord, j'ai proposé un conseil national en remplacement du MPCR et qui allait peut-être outiller l'OSATU, puisque le président Ibrahim Traoré est venu par un coup d'État. C'est une transition, mais nous l'avons voulu une révolution. Mais une révolution, le président n'est pas venu avec un programme. Le gouvernement n'est pas le peuple. Le gouvernement, les membres du gouvernement sont des collaborateurs du président. Ils exécutent un programme. Et dans ce cas précis, on n'a pas de programme. Donc, le Conseil national se devait de proposer un programme, un noyau sur lequel on doit axer les réformes et les orientations politiques en intégrant la plus diversité possible d'experts, d'intellectuels, politiques, militaires pour conduire cette transition vers une révolution et vers une nouvelle dynamique. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où peut-être la classe politique aujourd'hui n'est pas à mesure même de réclamer une élection parce que quel type d'élection vous allez demander sans le capitaine? Où vous allez mettre l'audience et l'aura du capitaine actuellement pour organiser une élection, même si on était à la fin de la guerre. Donc il y a des manquements sur lesquels ces entités surfent, mais ce n'est pas normal que ça se passe de cette façon. On aurait aimé une structure mise en place comme les mouvements citoyens qui se créent tous les jours à Ouaga ici, qui proposent autre chose, qui proposent un autre narratif beaucoup plus dynamique en conjuguant les divergences vers notre existentiel qui est un pays en paix, un pays en progrès et un pays en harmonie avec ses concitoyens. Mais est-ce que vous trouvez normal, à 3 mois de la fin, en tout cas de la durée de la transition, que le gouvernement soit si silencieux? Est-ce que cette posture est normale selon vous? Ce silence, c'est ce que je l'ai dit. On n'a pas préparé la transition. Dès l'entame de la transition, j'ai demandé à prendre part aux assises pour proposer un calendrier, pas un calendrier électoral. J'ai même dit, je recommande au président du Faso, à l'époque, de ne pas donner un calendrier de la fin de la guerre, parce que la fin de la guerre ne se décrète pas. J'ai demandé à ce qu'on ne donne pas un calendrier électoral. Et j'ai demandé à ce qu'on ne ferme pas la charte, que la charte de la transition soit modifiable. Parce qu'il y a des entités nouvelles qui vont rentrer en ligne de compte. Parce que nous, au départ, on a vu cette transition comme une révolution. Mais on n'avait pas tous les éléments pour une révolution. Il faut intégrer un certain nombre d'éléments pour faire une révolution populaire avec l'adhésion de toutes les divergences. Mais on a cherché sur une transition. Maintenant, on a vers une révolution et on a des voix discordantes. On ne trouve pas la formule pour intégrer tout le monde, même l'action du gouvernement. C'est des actions isolées, il y a des réformes certes appréciables, mais tant qu'on n'a pas trouvé un noyau consensuel, un noyau qui fait une politique homogène pour exécuter un programme consensuel, on va se retrouver toujours en but à des difficultés tôt ou tard. Merci. Donc, je pense que c'est Yamba. Issouf Ouedraogo, l'OSC dont il est question arrive en tout cas dans un environnement
assez difficile, la situation sécuritaire qui reste préoccupante dans plusieurs localités du pays, en dépit des avancées comme les uns les autres l'ont dit. Le Yatenga aujourd'hui, le contexte est très difficile. La Kossi, dans la Tapua, dans la région de l'Est, où il y a même eu une manifestation des populations hier samedi pour réclamer plus de sécurité, pour réclamer des ravitaillements. C'est la survie qui se joue. Est-ce que ce contexte ne légitime pas peut-être l'arrivée de l'organisation de la société civile? Et avant de répondre à votre question, comme il est de coutume chez moi, je vais d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour la défense de notre patrie, souhaiter prompt établissement blessés, comment vivant aux forces combattantes et au VDP qui font un travail formidable, implorer Allah et les membres de nos ancêtres de continuer à protéger notre chère patrie de Burkina Faso. Revenant à votre question, il faut dire que depuis l'avènement du MPSR, c'est la première déclaration hostile au régime et qui n'est pas louvoyante. Ils ont commencé cette déclaration pour ne pas réaffirmer leur soutien au MPSR, pour ne pas dire à la transition. Et ils n'ont pas chanté un peu cette formule rituelle qui est de rendre hommage aux victimes civiles, militaires, de la transition. C'est toute une première. Il faudra peut-être attendre de voir un peu la réaction du régime et également quelques Burkinabés. Mais au-delà de ça, je pense que le moment est propice peut-être pour dire ce qu'on pense. Parce que moi, j'ai l'impression que cette transition est en train de dévier un peu de la vision dont on avait dès le départ. Parce que quand on prend la charte, quand on prend les assises, il y a beaucoup d'éléments quand même qui avaient quand même pour permettre à tout Burkinabé de donner de vive voix ce qu'ils pensent de la marche de cette transition. Mais au fur et à mesure qu'on voyait les choses se passer, au fur et à mesure qu'on voyait le programme de ce gouvernement s'étaler, il y a eu par exemple des déclarations qui nous ont amenés à croire qu'au fait, nous ne sommes plus en phase avec cette charte de la transition, mais peut-être qu'on a un programme connexe qui n'est pas accessible, par exemple, à l'ensemble de tous les Burkinabés. Quand vous avez, par exemple, un chef de l'exécutif qui dit devant, par exemple, devant l'ANT qu'il ne jouit pas, qu'il n'est pas venu pour rassembler tous les Burkinabés, c'est quand même très dangereux. Pourtant, quand on voit dès le départ avec la il y a quand même l'ensemble de tous les Burkinabés qui est le capitaine. Mais si on est en train de déballer ce programme et qu'on a des déclarations pareilles, ça pose problème. Et il faut avoir aussi le courage de le dire qu'actuellement, les gens ont souvent peur de dire certaines choses parce qu'ils ne savent pas le sort qu'il est. Je pense qu'à un certain moment, il faut que le pouvoir revoie un peu sa copie et peut-être créer ce cadre qu'il faut pour permettre à tous les Burkinabés, qui qu'ils soient, d'apporter sa façon de voir les choses, pas dans la violence verbale, pas dans la difficulté, mais permettre aux gens, à travers un cadre pour que chacun puisse verser réellement sa façon de voir la marche de la transition. Moi, je pense que c'est avec cette façon de faire qu'on pourra peut-être éviter de telles sorties de certaines organisations comme on a vu à la FDR, et c'est ainsi qu'on construit une nation. Parce qu'on ne peut pas peut-être s'accaparer de tous les leviers d'un pouvoir et penser que les autres n'ont plus droit à la parole ou n'ont pas droit de regarder sur certaines choses. Et moi, j'interpelle par exemple le président peut-être à revoir sa copie, sa façon de faire, parce que comme les a dit les uns et les autres, on n'a pas des Burkina, c'est le même Burkina, et nous sommes tous des fils et des filles d'un même pays. Et personne dans ce pays-là ne veut que ce pays brûle, parce que avant tout, c'est parce qu'il existe le pays qu'on parle de Burkinabé. Donc moi, à un certain moment, il faut peut-être revoir un peu la façon de faire des choses pour permettre à tous les Burkinabés de se sentir concernés dans ce programme-là, de se sentir être au courant, par exemple, de ce qui se passe. Et c'est en allant de cette manière-là que je pense qu'on pourra peut-être relever les vrais défis et aller de l'avant, pourquoi pas ne pas sortir vainqueur de cette guerre qui nous a été imposée pour aller plus de l'avant. Merci Issouf Ouedraogo. Moussa, avant de passer au prochain sujet, c'est un journaliste, mon frère, qui porte la voix de cette nouvelle organisation de la société civile. Est-ce que là, on ne doit pas cette partie de l'opinion qui estime que les médias, les journalistes que nous sommes souvent dans des combats politiques et aux antipodes des règles éthiques et déontologiques?
Oui, effectivement, je pense que l'une des critiques contre les journalistes pour dire que ils ont perdu toute crédibilité, c'est de dire que beaucoup de journalistes sont devenus des hommes politiques. Voilà. Et si vous regardez Burkina, effectivement, je pense qu'il y a une bonne demi-douzaine de journalistes aujourd'hui qui sont plus ou moins des hommes politiques. Donc, effectivement, ça peut donner, ça peut alimenter cet argument-là. Mais je trouve que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il y a des militaires qui sont des hommes politiques. Quand un militaire fait un coup d'État et puis prend le pouvoir, il devient politique. Pourquoi le journaliste ne ferait pas de la politique? Voilà. Donc, ça, c'est des faux débats. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop s'enfermer dans ça. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'au moment où le journaliste passe des médias à la politique, il continue à être journaliste? N'oublions pas aussi que la loi du Burkina Faso définit qui est journaliste. Mettant en prison tous ceux qui se sont lancés dans la politique et au regard de la loi sur les médias, sont-ils encore des journalistes? Peut-être qu'ils ont été des anciens journalistes, ils sont devenus, mais je ne pense pas que... Et puis, ce n'est pas au Burkina. Dans le monde entier, il y a des journalistes qui sont premiers ministres, qui sont ceci. Et après cela, ils quittent leur fonction de journaliste pour devenir politique. Comme on dirait un militaire, de quitter sa fonction de militaire s'il veut briguer au pouvoir d'État. Donc, je trouve que cet argument, pour moi, bon, c'est peut-être... n'est pas recevable. Il est recevable pour vous? Je vais aborder dans le sens de dire que on n'a pas besoin d'être catalogués journalistes. Nous sommes des citoyens, nous sommes des responsabilités vis-à-vis de nos peuples. Et toujours dit, le journalisme doit pouvoir intégrer l'histoire comme l'une des matières les plus essentielles dans le cursus scolaire du journalisme. Pourquoi? Parce que dans l'histoire, il y a l'économie, il y a la politique, il y a la sociologie, il y a tout un ensemble de connaissances du passé qui permet d'envisager l'avenir. Et cette posture de porter la voix d'autres hommes politiques, c'est ça qui pose problème. Moi, je m'assume en tant qu'acteur de la vie publique, mais étant vocationnellement journaliste. Mais je ne veux pas porter la voix politique, juste être manipulé, être communicant, juste pour mes intérêts personnels. Non. Le journaliste est un citoyen qui a le droit de s'impliquer dans la gestion du pouvoir d'État, la gestion publique, sans autant être un valet ou bien quelqu'un qui navigue à couvert pour d'autres intérêts, d'autres hommes politiques. Merci. Yamba, l'annonçait plus haut, la Sonabel s'explique après les séries de délestage qui ont frappé les Burkinabés ces dernières semaines. La Sonabel parle d'un déficit important en matière d'investissement dans le secteur de l'énergie. Pourtant, Dr Zoumrana, il ressort que la Sonabel n'arrive pas à épuiser son budget d'investissement chaque année. Et selon Sira Info, entre 2018 et 2022, elle a passé la barre de 50% de consommation de ce budget une seule fois. Et en 2018, la Sonabel avait prévu, par exemple, 99 487 157 000 francs CFA comme budget d'investissement, mais à la fin de l'année, elle n'avait même pas pu consommer la moitié. Donc, on est que d'investissement, insuffisance d'investissement, mais à même consommer le budget prévu. Donc, quelque part, non? Je suis parfaitement d'accord, mais la pourquoi sorti bon non. Bon sorti a quand même le mythe et un homme qui veut la... Mais c'est ça le devoir de redevabilité. Bon, même si on n'a pas les solutions, qu'on dise aux gens ce qui se passe réellement pour qu'on puisse se préparer en conséquence. Parce qu'on croyait que c'était un problème conjoncturel, mais c'est vraiment structurel. Donc, par conséquent, c'est comme ce que j'ai dit sur le plateau. Il va venir pour le Burkina Faso si nous, on ne sait pas gérer l'énergie. Ça, c'est clair. Et notre avenir ne peut pas s'inscrire seulement dans l'énergie thermique. Ça, au moins, c'est clair. C'est pourquoi j'ai proposé qu'on mette les moyens pour que la recherche soit au cœur, afin que nous puissions trouver les solutions. Vous voyez, presque tous les pays au monde, quand il y a un problème qui se pose, les gens font des investissements et on cherche les solutions par la science. Mais nous,
on cherche la solution par la politique. Ça ne va pas. On l'a essayé depuis près de 60 ans. Et regardez le monde. Il faut qu'on change de vie. Et c'est la recherche qui doit être, en tout cas, le fil conducteur lorsqu'il y a un problème qui se pose dans la cité. Mettez les moyens. Nous avons des chercheurs attitrés en matière. Si vous arrivez dans nos laboratoires, on a la compétence. Mettez les moyens et ces jeunes Burkinabés là vont faire sortir des produits qui sont adaptés à notre contexte. Vous voyez, quand nous avons un problème à ce moment, on fait un projet, on demande à l'extérieur de financer. L'extérieur ne financera pas tant qu'ils n'ont pas leur solution, que, en tout cas, ce problème ne les concerne pas. Regardez par exemple dans la lutte contre le paludisme. On a mis les moyens. Voilà aujourd'hui un vaccin qui est sorti. Même si le vaccin n'est pas totalement au top, au moins ça permet de soulager des Burkinabés. Donc pour moi, si on met les moyens, du moment où nous avons la compétence et la matière sur place, si on met les moyens, le problème de l'énergie sera résolu. Et là, c'est pour toujours. Sinon, si on compte sur les partenaires, nous avons dit que nous sommes interconnectés avec la Côte d'Ivoire et le Ghana. Bon, c'est vrai. Ce n'est même pas nos rapports là qui peuvent être, même si nous entretenons des relations mielleuses. La consommation en Côte d'Ivoire, c'est combien? La consommation au Ghana, c'est comment? Tant qu'eux-mêmes n'arrivent pas à satisfaire leur population, ça va être un peu compliqué d'exporter. Donc, moi, je suis de ceux-là qui pensent que lorsque vous dormez, si la natte détruit, c'est que vous dormez à terre. Donc, par conséquent, donnons-nous les moyens pour changer notre propre natte. C'est ça la solution. Ça ne dépasse pas ça. Alors qu'on a les compétences en place. Merci, Dr Zungrana Moussa Sabadogo. Vous avez vu dérouler cette communication de la SONABEL. Quelle est votre analyse? C'est vrai, j'ai écouté ce que le DG de la SONABEL a dit. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Et je me suis chaque fois posé la question, pourquoi il est parti à la télé? Quel était son objectif? Et jusque-là, je ne vois pas l'objectif de cette communication-là. Parce que, vous voyez, ce qui intéresse les Burkinabés aujourd'hui, c'est de savoir le délestage là. Ça va continuer jusque quand? C'est quoi la solution? Quelles sont les solutions proposées par la SONABEL? Mais là, je regarde de façon, je vois que le directeur, il est parti, en grosso modo, il a dit quoi? C'est pas notre faute, c'est la faute des prédécesseurs, puisqu'ils n'ont pas investi. Donc, c'est les autres qui étaient là avant nous. Le deuxième problème, ce sont les autres pays qui n'arrivent pas à remplir leurs quotas. Donc, voici le problème que nous vivons. Bon, c'est vrai, mais c'est pas exact. Il y a d'autres problèmes. Et l'autre élément, je reviendrai là-dessus, et l'autre élément, c'est qu'il est parti sans nous dire quelles sont les solutions proposées. Pendant l'interview, 2-3 fois, il a dit oui, on a des projets. Je reviendrai là-dessus. On a des projets. Jusqu'à la fin de son interview, il n'a donné aucun projet. Il nous a dit aucun projet. Dans combien de temps ces projets vont rentrer en vigueur? Ça va coûter combien? Quel est le problème que ces projets vont résoudre et quelle sera la situation? Rien n'a été dit. Malheureusement, la consoeur aussi n'a pas relancé là-dessus, même si 2 fois il a dit j'ai des projets. Donc finalement, on sort de son interview sans savoir qu'est-ce que la SONABEL nous propose comme solution. Aujourd'hui, le Burkinabé ne sait pas le délestage, ça s'arrête quand? Quelle est la solution que la SONABEL a? Donc c'est pour cela que j'ai dit que cette communication du DG, peut-être qu'elle n'était pas assez bien préparée. En tout cas, il n'y a pas un objectif de communication à ce niveau-là. Donc ça pose un problème. Malheureusement, il avait une autre occasion de rattraper ça, parce que je pense que le lendemain, il était invité par d'autres confrères. Il aurait pu faire un débriefing à partir de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et peut-être aller rattraper les insuffisances. Mais là, il a choisi aussi la politique de la chaise vide. Conséquence, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il est passé à la télé et qu'est-ce qu'il a proposé concrètement comme solution. L'autre élément maintenant, c'est les causes du délestage. Je pense que là, le DG nous a pas dit tout ce qui se passe réellement. Parce que vous savez, la question énergétique a été un problème au cœur de tous les gouvernements qui se sont succédés. Que ce soit de façon endogène ou que ce soit avec nos partenaires techniques et financiers, il a eu du travail. On a eu les centrales solaires, on a vu même le Premier ministre, Tambela, aller avec des représentants de la France, aller inaugurer une centrale solaire et tout. Donc ça veut dire que c'est même au cœur. Donc ça veut dire que même les bis avec la France n'ont pas eu raison de notre collaboration au niveau énergétique. Or, l'autre problème, je me rappelle qu'il y avait le programme Millennium Challenge Account, qui avait mobilisé, je pense, 275 milliards de francs CFA, exclusivement pour, comment on appelle ça, pour l'énergie, avec à la fois une productivité
qui va augmenter, baisser le coût de la productivité et rendre, comment on appelle ça, l'énergie le plus accessible possible. Mais pourquoi ce projet s'est arrêté? À cause du coup d'État. Vous vous souvenez, on a eu une émission ici, quand le Millennium Challenge a coupé, les gens ont dit oui, c'est bon, c'est ceci, c'est ça. Mais non, on a coupé. Donc voici une des raisons, alors que cela devait rentrer en vigueur, je pense, en août-septembre 2022. C'est à partir de septembre 2022, tous ces projets devaient être en activité. Donc ça veut dire que si ces projets marchaient, on n'aurait certainement pas eu la gravité du délestage qu'on connaît aujourd'hui. Donc, une des raisons aussi, c'est ça. Et je me demande pourquoi le DG a passé ça sous silence. Parce que quand il y a eu le coup d'État, les Américains se sont retirés, ce projet est tombé à l'eau. Mais voilà, je pense que ça aussi, c'est le prix que nous, Burkinabés, nous devons payer pour notre lutte. Est-ce que ça, c'est pas plutôt un rôle politique que peut-être le ministre de l'Énergie devrait plutôt adosser, plutôt que le directeur général? Je ne le défends pas, il se trouve être un technicien aujourd'hui. Mais la question ici, quand le DG sort pour parler, il joue sa crédibilité. Il est DG, il joue sa crédibilité. Quand tu veux, soit je décide d'aller parler et je sais que je joue ma crédibilité, je prends tous les éléments pour ne pas ternir ma crédibilité, ou je n'y vais pas. Mais maintenant, quand et qu'on décrypte son discours, on se rend compte qu'il a sciemment tué des choses, on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut cacher au Burkinabé? Alors que là, ça je vais venir dessus, c'est un élément très important qu'il aurait convoqué pour dire au Burkinabé, voici la réalité, nous avons fait un choix de souveraineté, il y a des partenaires qui ne sont pas d'accord avec nous, certains ont coupé leur coopération, ça a un impact sur nous, mais c'est le prix qu'on doit payer aussi pour notre indépendance. Et même capitaliser ça comme un élément pour galvaniser encore les Burkinabés. Mais je ne sais pas pourquoi il a passé ça sous silence. Question. Il y a également d'autres données qui ont été dites sur le plateau. Là, je m'adresse à M. Yamba, le directeur général a estimé qu'entre 2011 et 2016 et 2020, seulement 9 mégawatts ont été produits dans ce laps de temps. Pourtant, on se rappelle qu'en 2017, Emmanuel Macron en visite ici avec Roch-Marc Christian Kaboré. Les deux personnalités ont inauguré la centrale solaire de Zatouli et ont parlé à son temps de 33 mégawatts. Surtout après l'ironie de la salle où on a eu à dire que le président est allé dépanner l'électricité. Absolument. Voilà. Donc, et là, du coup, on a des données où on apprécie difficilement, on ne sait pas où on est situé en fait. C'est effectivement le problème qui est posé par le docteur tout à l'heure. Cette inadéquation entre les financements, les programmes, la planification et ce qui doit se passer sur le terrain. Mais bien avant, je vais peut-être voir de façon globale la crise énergétique sous-régionale. Ça part de quel principe, ça part de quelle base? C'est le même cas pour notre développement. C'est-à-dire, on n'a pas eu des politiques de planification à long terme. Prenons le cas, nous sommes dépendants en partie de la Côte d'Ivoire, qui avait une population en deçà de celle qui est aujourd'hui, qui avait des réalités d'électrification de ces villages. Aujourd'hui, peut-être, la Côte d'Ivoire est peut-être 80 ou 82% d'électrification de ces villages. Donc, ça fait un abaissement de la production à vendre pour les autres pays. Donc, qu'est-ce qu'on a prévu comme politique énergétique souveraine pour nos pays? Vous voyez, le professeur disait tout à l'heure par rapport à la recherche scientifique et tout. Aujourd'hui, au niveau de l'énergie, je ne pense pas qu'on ait besoin d'inventer d'autres sources d'énergie. On a pratiquement toutes les sources d'énergie disponibles déjà dans le catalogue. Comment planifier, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit l'énergie thermique ou l'énergie gazière, comment planifier ou comment accentuer nos coopérations? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de découvrir encore des plateformes gazières où la production électrique va s'augmenter. Qu'est-ce que nous mettons en place coopération pour être partenaires ou peut-être associés de premier plan pour jouir de ces avancées? On n'a pas la mer, on n'a pas certaines choses, mais on a une proximité avec la Côte d'Ivoire qu'on doit pouvoir privilégier pour être suffisamment à l'aise dans les années à venir. Donc toutes ces politiques doivent se planifier, toutes ces politiques doivent se mener avec une bonne étude prospective. Et revenant sur le cas du Burkina actuellement, ce n'est pas une question de rupture des relations. Non, les affaires sont les affaires, les relations techniques sont des relations techniques. On n'a pas dit qu'on n'a pas besoin de partenariat avec les autres pays dans le cadre de notre développement énergétique ou économique. Non. Le Burkina a une posture aujourd'hui, mais ça ne dit pas
qu'on n'a pas des partenaires avec qui on doit planifier des programmes pour notre souveraineté électrique et énergétique. Donc je pense que le débat ne se situe pas à ce niveau. On doit pouvoir, à partir de nos réalités, regarder l'évolution de nos populations, l'évolution de la donne mondiale pour entreprendre en anticipant sur des programmes qui puissent nous garantir une souveraineté énergétique, soit en conformité avec nos voisins, soit de façon nationale. Mais il faut déjà que ces politiques-là soient la priorité de nos gouvernants. Merci. Issoufou Drago. Oui, moi je dirais que tout ce qui nous arrive aujourd'hui n'est pas nouveau. Il faut aussi ajouter qu'il y a la part de responsabilité du gouvernement actuel. Et il n'est pas entièrement idem de se défausser sur ses prédécesseurs. C'est comme disait le professeur Moussa. Quand vous prenez par exemple le MCC américain, qui avait peut-être des projets dans ce sujet, tout comme l'Agence française de développement, avec l'interconnexion électrique avec le Ghana. Il y avait un autre projet concernant l'amélioration du réseau de distribution électrique à Ouagadougou. On a vu ce que l'AFD a fait au niveau de la gare routière de Ouagadougou, où peut-être, si le projet se poursuivait, il y avait une centrale photovoltaïque qui devrait s'installer. En plus de ça, il y a la photovoltaïque aussi qui a été installée, comme vous l'évoquez, il y a quelques temps. En plus de ça, il faut reconnaître qu'avec des coups d'État, ce type de financement s'arrête. Mais à un certain moment, il faut aussi que les Burkinabés, dans leur globalité, doivent savoir ce qu'ils veulent et se fixer des priorités. Moi, je trouve dit que le Burkina Faso n'est pas pauvre. Mais l'État burkinabé est pauvre puisque l'essentiel de notre économie est informel et il est difficile à taxer équitablement et conformément et efficacement les taxes. Ça, c'est une réalité. Par exemple, si vous prenez un peu ce qui se passe, le budget d'un État est avant tout un jeu à somme nulle. Et à un certain moment, il faut savoir ce que l'on veut, parce que ce qu'on l'on met dans un secteur, il n'est pas possible de le remettre plus tard dans un autre secteur. Ça veut dire quoi? Depuis des décennies, moins de 10% du budget du gouvernement burkinabé sont consacrés à l'investissement et aux infrastructures. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a un manque à gagner. On n'a pas de vision. À un certain moment, on nous a toujours dit que gouverner, c'est prévoir. Quand on est dans un pays et chaque année, au même moment, on a des difficultés sur le plan énergétique, il faut qu'à un certain moment, on s'arrête pour voir réellement ce qui se passe. Est-ce que réellement, ceux qui sont venus pour nous diriger réellement ont réellement un programme de développement? Il ne suffit pas d'arriver au pouvoir avec de beaux discours, mais il y a la réalité qui est là. Qu'est-ce que je viens faire dans le domaine énergétique pour permettre à ma population d'être le mieux-être dans ce secteur? On a vu de par le passé, si ma mémoire est bonne, on a vu le Kofi Nyamiam qui est venu à un certain moment ici au Burkina avec des investisseurs bretons. Mais quand ils ont vu le prix du kilowattheure, ils disent que ce n'est pas possible. On ne peut pas parler de développement dans un pays où on parle d'industrie avec un tel coût de kilowattheure. Donc à un certain moment, il faut que nos dirigeants, il faut qu'on s'arrête pour voir. Quand on me dit que 30% du matériel sont vétustes, depuis combien de temps? Qu'est-ce qui est fait pour essayer quand même de résoudre ce problème? Il ne suffit pas chaque fois de faire des discours, on fait du bricolage, et quand la situation passe, on rentre un peu dans la saison pluvieuse, il y a moins de délestage, on passe à autre chose. Ça va nous rattraper. Et comme on a l'art ici de déplacer les problèmes pour autre chose, ça va tout nous rattraper. Il faut qu'à un certain moment, on essaie de voir réellement quel problème on a dans ce secteur-là pour trouver les solutions qu'il faut. Sinon, nous allons continuer de patauger, nous allons continuer de faire des déclarations à la télé en portant souvent même la casquette du ministre en charge de l'énergie, comme si c'est lui qui était là-bas. Or, souvent, il y a des questions qui relevaient du ministre, par exemple de l'énergie, qui a été portée par le directeur général de la SONABEL. Il faut savoir faire la part des choses. Donc, à un certain moment, revenons sur terre, regardons ce qui ne va pas et trouvons réellement des solutions au lieu de tourner en rond. Ça n'arrange personne et que c'est le pays qui en partisse. Docteur Zoungrana, sur le plateau de la RTB, le directeur général de la SONABEL s'est refusé également toute diffusion de programmes de délestage comme on le voit ailleurs. Il évoque des impératifs sécuritaires. Est-ce que ces arguments tiennent? Parce qu'il y a beaucoup quand même d'usagers qui estiment que s'ils étaient situés, en tout cas sur ce programme de délestage, on aurait pu mieux anticiper sur beaucoup de choses.
Bon, je pense que là, il a travaillé en concert avec le ministère de la Sécurité et je pense que ça peut tenir la route. Si on sait que toute cette zone sera plongée dans le noir, tout peut se faire. C'est vrai que, de par le passé, si vous avez remarqué, il y avait un programme clair en temps de paix et tout le monde sait que c'est après tel quartier, peut-être tel autre quartier qui sera plongé dans le noir. Mais dans ce contexte-là, je pense que ce qu'il dit, c'est vrai. Hein. Il ne faut pas diffuser ce programme-là pour donner, en tout cas, j'allais dire, des stratégies à nos ennemis. N'oubliez pas que nous sommes en guerre, ça, il faut le dire. Le Mali aussi est en guerre. Mais au Mali, on publie le programme de délestage. Ce sont les mêmes situations sécuritaires au Sahel. Je suis parfaitement d'accord. Mais le directeur a échangé avec les responsables en charge de la sécurité et ils ont des efforts que nous ne disposons pas. C'est pour cette raison que je fais foi. Sinon, et tout le monde est conscient que si on sait à tel moment vous n'allez pas avoir d'électricité, les gens se préparent en conséquence. Mais s'il sort, après avoir en tout cas échangé avec ceux-là qui ont en charge du dossier, et ça ne leur coûte rien de donner le programme. En donnant, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça ne leur coûte rien. Mais s'ils ne le font pas, il y a une raison valable qu'on ne doit quand même pas défier. Et je trouve que, bon, sa sortie, c'est vrai qu'il n'a pas apporté de solution, mais à mon avis, il faut aussi dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Les gens pensaient que peut-être ces coupures, ces 2-3 jours, c'est fini. C'est une panne qui est conjoncturelle. Mais maintenant, après son explication, nous savons qu'on doit s'armer de courage. En tout cas, chacun doit s'armer du courage et supporter jusqu'à ce qu'on quitte dans la zone rouge. La solution, ce n'est pas pour demain. Tout à fait. Je ne dis pas que ça ne le dédouane pas, mais au moins sa sortie a quand même le mérite de nous situer. Au lieu de rester dans le noir, on ne sait pas à quand, en tout cas, la lumière. Bon, nous, on sait désormais ce qui nous attend et on se prépare en conséquence. Mais docteur, moi, mon problème dans cette affaire, pourquoi c'est quand le pic augmente qu'on passe à la télé? On aurait dû anticiper pour dire aux gens qu'il y a une situation qui devrait venir, qui va être difficile. C'est comme on le dit en Morée, tout rabati kim qui auront. Je trouve que ça les a. Il ne faut pas laisser le revenant rentrer dans la case avant de vouloir le faire sortir. Il fallait anticiper. Je ne crois pas à cette surprise. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, si aujourd'hui, on est encore à la situation où on attend que la Côte d'Ivoire nous vende de l'électricité, c'est grave. Comment nous avons fait pendant ces années passées-là pour nous impliquer dans la production? On aurait pu investir dans la production hydroélectrique en Côte d'Ivoire et être partenaire, être associé. Aujourd'hui, on aura un langage différent. On aura une responsabilité différente. Mais si on attend, depuis des années, on achète, mais aujourd'hui, le gars dit, bon, moi, mais on a vu même par rapport aux vivriers pendant la CAN, ça a été suspendu pour des régions, des pénuries locales pour couvrir les besoins de la CAN. Mais ça a été interprété autrement. Un discours qui était sorti hors de son contexte. Parce qu'on dit on a suspendu pour ne pas exporter vers le Burkina. Pourtant, ce n'était pas vrai. C'était vers tous les pays pour essayer de canaliser le besoin pendant la période de la CAN. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que vous mettez en place? On a les accords de coopération du TAC qui prévoient un certain nombre d'accords tellement pertinents. Je suis étonné qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Burkina ne soient pas dans un même panier pour gérer ces questions de souveraineté énergétique. C'est vraiment regrettable. Merci. Et Moussa Savadogo, on parle beaucoup de la SONABEL, mais il y a aussi l'ONEA. L'ONEA ne s'explique pas. On voit quelques communiqués timides, sans profondeur. On a une idée des problèmes de la SONABEL aujourd'hui, les installations. Mais avec l'ONEA, on ne sait rien. Non, avec l'ONEA, je vais vous donner l'information que j'ai. Avec l'ONEA. Mais permettez-moi de revenir vraiment un élément sur la SONABEL. Quand Zungrana dit qu'on ne peut pas anticiper, que ça les a surpris. Voilà, mais quand vous dites que ça les a surpris, oui, c'est ça que je dis. Non, ça ne devrait pas. Je vous donne 3 éléments. Rien qu'avec le Millennium Challenge à compte. Premier élément, réduire le coût du service de l'électricité et accroître la satisfaction de la demande. Deuxième, réduire le coût de la production d'électricité et accroître la fiabilité de toutes les sources de fourniture d'électricité. Troisièmement, améliorer l'extension et la fiabilité du réseau électrique et accroître la consommation d'électricité. Donc, depuis août 2022, ce programme devait être en cours. Donc, à partir du moment où les Américains ont dit « nous, on laisse tomber ça », la SONABEL devait savoir qu'il y a un problème. On ne peut pas venir s'asseoir aujourd'hui et dire qu'ils ont été surpris. C'est pas possible. Cet argument-là n'est pas recevable. Soit, bon, je m'arrête là-dessus, c'est que je ne vais pas aller beaucoup plus loin. La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'il a dit.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Burkina a fait le choix du nucléaire. Hein. On a dit qu'on va... Mais on nous a dit que... C'est pertinent avec les questions de... Il semble que la technologie... Et moi, je pense qu'on ne peut pas travailler sur ça là, en base, fermé sur nous-mêmes. Je suis d'accord avec lui quand il dit, par exemple, la Côte d'Ivoire a des projets énergétiques. J'ai vu que le Nigeria est en train de diversifier avec les éoliennes. Pourquoi nos pays ne peuvent pas aller prendre des actions dans ces sociétés-là? En Europe, ça se fait. Dans d'autres pays, ça se fait. Le Burkina peut aller investir dans ces choses. Mais encore, pour pouvoir le faire, il faut être en de très bons thèmes avec ces pays-là. Bah déjà, nous, on veut quitter la CEDEAO. Ça pose un point. Alors qu'au sein de la CEDEAO, il y a un programme régional d'interconnexion. Tous les pays du monde sont interconnectés. Mais nous, la semaine passée ici, qu'on a eu un débat rencontre au niveau du CGD, qu'est-ce que le Burkina fait de ce programme d'interconnexion? Question qui est posée. Est-ce que ceux qui ont dit qu'ils vont quitter là avaient pensé à cette question? Attendons de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Maintenant, par rapport au niveau de l'ONEA, je n'ai pas pu confirmer l'information auprès de la SONABEL, mais il m'est révélé aussi à l'ONEA que justement, pour pouvoir les stages, l'ONEA a été le réseau prioritaire de la SONABEL. Vous savez que sur le réseau prioritaire, comme les hôpitaux, les camps militaires et l'ONEA y était. L'ONEA étant une grosse consommatrice d'énergie, la SONABEL, j'ai bien dit, aurait jugé de déconnecter l'ONEA pour ne pas que dans cette période difficile-là, l'ONEA puisse encore tirer le maximum de l'énergie. Ça, c'est l'information que j'ai. Conséquence, dès qu'il y a coupure, l'ONEA est traité comme les foyers lambda. Voilà, c'est traité comme tout le monde. Dès qu'il y a coupure quelque part, l'ONAB aussi, l'ONEA aussi est coupé. C'est fort plausible. Ouais. Mais il semble que les deux directeurs ont discuté, les deux ministres ont discuté, mais en attendant, peut-être que c'est la stratégie de la SONABEL pour ne pas aggraver encore le délestage. Donc voici l'information que j'ai reçue. Rapidement, 30 secondes pour qu'on évolue. En fait, moi je ne dois pas les... Quand je lis on doit être proactif, on doit être dans la vision. Mais il faut accepter que c'est pur de ce mois-là. Quand je l'écoute, ça semble les avoir surpris. C'est ce que je voulais simplement dire. Et j'ai dit et j'ai répété, Myriam Selene Yokon c'est bien, la Côte d'Ivoire c'est bien. Mais il faut que ça soit un produit national. On a les moyens de le faire. Ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas deux têtes, ils n'ont pas trois têtes. On a des fils du pays qui peuvent le faire, et je parle en connaissance de cause. Mettons les mains, on va faire sortir des produits adaptés. Ça ne dépasse pas ça. Merci, Dr Zungrana. 670 millions de francs CFA seront décaissés par le gouvernement pour assurer la communication de guerre et de crise. Dans ce budget, 170 millions serviront à assurer la communication au fonds de soutien patriotique. Les agences de communication ont été recruter Moussa Sabadoro, en principe, il n'y a pas de mal. Confier la communication à l'expertise locale, mais sauf qu'ici, il y a problème. Je ne sais pas. Bon, il y a problème et il n'y a pas problème. Parce que qui est cette structure qui a gagné le marché, finalement, quelle est la place du gouvernement dans cette question, et puis le montant de 500 millions. En communication, 500 millions pour la communication. Je me demande même qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec 500 millions. Surtout pour gérer une stratégie gouvernementale dans le domaine de guerre, je ne sais pas. Donc j'ai voulu comprendre un peu. Et l'information, c'est que la structure opérationnelle. C'est-à-dire la stratégie est toujours par le ministère en charge de la communication, mais cette structure a été juste recrutée pour la production des outils et non pour réfléchir à la stratégie. Juste pour la production des outils, si on veut faire des affiches, on veut faire des documents, dans cette logique-là, j'ai trouvé, parce que moi, personnellement, en tant que communicateur, mon inquiétude, c'était de voir est-ce qu'on allait privatiser la communication du gouvernement.
On m'a rassuré, en tout cas, que ce n'est pas ça, c'est juste pour gérer les productions des outils de communication. Ça, c'est la première des choses. C'est qu'il y a deux marchés. Il y a un marché de la stratégie de crise. C'est que ce qui existe, c'est la stratégie de crise. Des rencontres avec le ministère, j'ai même participé à des ateliers où expliquer ça. Le ministère nous a... Je ne savais pas qu'il y avait deux en plus. Est-ce que ça a élaboré? Mais même des informations. Pas... Donc, du coup, moi, ça me pose cette stratégie de crise, quelque chose élaboré, parce que la stratégie de guerre, ça, elle est légale. Et maintenant, pourquoi avoir deux stratégies dans cette situation? Peut-être que... Mais la crise, elle est dimensionnelle. Oui. Dimensionnelle, la guerre. Oui, c'est ça. Ce de guerre. Là, on sait que ça existe. Mais jusque-là, je n'ai pas vu d'atelier, je n'ai pas vu de communication sur la stratégie de crise. La manière de gérer les libertés d'expression, de gérer les médias, cela, ça relève de la stratégie de communication de crise, où on a dit que les médias nous a accompagnés. C'est très clair. Je ne sais pas un document qui existe. Si la structure doit l'élaborer maintenant, ou bien ça doit être comme la stratégie de guerre, où la stratégie existe, une structure pour mettre en œuvre une partie de la production des supports de communication. Voici l'information. Quand j'ai cherché de cette structure qui a été communiquée par un des... Je trouve que on n'en a pas besoin. C'est une mauvaise manière de communiquer en voulant bien communiquer. Je pense qu'à partir du moment où ce projet est validé, est valable, et qu'il y a des structures comme les autorités de contrôle et de contrôle de la gestion de la traçabilité des fonds peuvent s'en approprier et puis on a besoin forcément d'en faire pour alerter à la stratégie militaire, la stratégie des guerres, c'est aujourd'hui que ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire? On ne va même pas donner du crédit à ce que nous allons sortir communication dans ces formats-là. D'abord, le problème, c'est toujours les questions d'anticipation qui manquent à nos gouvernants. Je l'ai dit, je décris au temps du gouvernement Roch. La guerre se gagne par la bonne communication. Une communication se planifie, une stratégie s'adapte en fonction de l'évolution de la crise. On a pu comprendre peut-être après le pouvoir, il a outillé les journalistes qui avaient été recrutés il y a des sommes colossales distribuées à des gens. Je ne sais pas si c'est propagande. Je n'appelle pas d'abord la crise, à la naissance du... Qu'est-ce qui a été fait comme communication pour anticiper, pour éviter que les masses populaires adhèrent à ce mouvement? On est resté silencieux, on avait des personnalités qui sont dans le gouvernement, dont les parents des communautés étaient dans une autre... entendaient une autre cloche. Quand les communautés se sont endoctrinées par une autre communication qui aujourd'hui fait que la guerre est devenue aujourd'hui là, c'est entre nous qu'on se bat. Et je suis pratiquement convaincu qu'on ne peut pas finir la guerre aujourd'hui en ayant tué le dernier des terroristes, puisque il y a une renaissance presque quotidienne de cette nébuleuse, parce qu'on n'a pas su communiquer. Et au niveau des communautés religieuses, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que le format des homélies soit celui conjugaux ou de problèmes de trucs, alors qu'on a une entité de nos parents, de nos communautés, qui prennent un prétexte religieux, qui endoctrinent des communautés, des victimes, au sein même des mêmes parents musulmans. Donc, il devait y avoir des campagnes de sensibilisation, une
une implication des communautés religieuses, des communautés locales et des leaders politiques dans les régions. Moi, quand je suis venu, arrivé chez moi dans ma région, si j'avais trouvé dans mon village une opinion favorable, ne serait-ce que minimalement favorable au terrorisme ou bien au djihadisme, moi je me serais porté volontaire pour sensibiliser, même si au prix de ma vie. Mais Yamba, est-ce que tout ça ne va pas au-delà d'une stratégie de communication? C'est beaucoup plus holistique ce que vous êtes en train de dire. On ne devrait même pas en parler. La stratégie de communication ne devrait pas être une question à publier, parce que la guerre se mène sous diverses formes. On peut mener la guerre en communiquant sur des questions où on veut donner de l'exemplarité, où on veut donner des messages forts. Mais il y a des autres aspects de la guerre qui se font en dessous, souterrains, où on n'a pas besoin de communiquer. Maintenant, si on est en train de s'approprier des services de cabinet pour communiquer, ça c'est au niveau du gouvernement de planifier ces choses-là sans pour autant attirer l'opinion publique sur ces questions. C'est ce que je vais dire. Maintenant, sur l'autre aspect où je parle d'implication des programmes de sensibilisation, on peut décaisser des fonds pour financer des campagnes de sensibilisation des acteurs comme les médias. J'ai dit au départ, les médias doivent être impliqués dès le départ avec un fonds d'appui. Et j'ai même été sur un plateau télé en Côte d'Ivoire à donner un carton rouge au Premier ministre quand il a rencontré les patrons de presse et où il avait minimisé l'apport du gouvernement aux médias, privilégiant l'achat des armes. Il a dit non, la guerre ne se gagne pas seulement qu'avec les armes. La communication est un élément essentiel en situation de guerre. Et je l'ai dit. Merci. Alors, moi, j'ai la question. Je voudrais quand même rappeler que le discours religieux a beaucoup, il faut le dire. Et quand vous prenez certaines mosquées, c'est le même discours. Ce n'était pas un discours uniforme. Je sais que les mosquées du Selfie, en tout cas, ils ont travaillé dans ce sens-là pour que les prêches du vendredi, ça soit à peu près le même message. Quand il y a de l'évolution. Bon, les homélies au niveau de l'église, ça, c'est universel. Alors, donc, bon, je pense que les religieux, quand même, ils ont joué un grand rôle. Et ils continuent de jouer ce rôle-là. Et je les connais de cause parce qu'il y a peut-être des affaires religieuses ou coutumières et ils savent de quoi je parle. Alors, l'autre aussi, là où je ne suis pas d'accord avec mon ami, il fallait que le gouvernement en parle. Parce que si on met 500 millions pour la stratégie de communication, non, même pas le montant. Je pense qu'il faut parler parce qu'il faut de la transparence. Il vous souviendra qu'il y a quelques mois de cela, sur les réseaux sociaux, en temps, on a taxé des X d'avoir pris tant de millions pour communiquer quoi. Vous vous rappelez? Tous ceux-là qui interviennent à la télé, qui interviennent, oui, c'est des gens qui ont pris des milliards. Voilà, on a même indexé des gens, on a même donné des montants. Et si aujourd'hui il y a une stratégie de communication où on a mis 500 millions, il faut que le gouvernement le dise clairement pour que les gens comprennent. En fait, si les gens jasent sur les réseaux sociaux, et là, Moussa, parce que l'intervention de Moussa, c'est si la pertinence dans l'application du dossier. Il juge en tant qu'expert. Les 500 millions, c'est vraiment, ça ne vaut rien en termes de stratégie. Ceux qui jasent sur les réseaux, ce n'est pas ça. Pour eux, on a 500 millions, tous qu'à 500 millions dans la communication. Dans le fond, les 500 millions, ça ne vaut rien pour une stratégie de communication. Les gens disent qu'il y a de l'expertise dans les différentes institutions de l'État. Quand vous lisez les commentaires, c'est ce que les gens disent. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord qu'il faut travailler avec le local pour minimiser les fonds. Mais nous, qui ne sommes pas dans le lieu, le commun des mots que nous rencontrons, c'est quand on a dit 500 millions, parce que quand on dépense de l'argent, on ne voit pas du concret. Quand on dépense de l'argent, on ne voit pas que c'est un bâtiment ou bien du matériel touchable. C'est pas quantitatif. C'est de l'abstrait, on trouve que c'est de l'argent qu'on jette à la... Pourtant, non. Les gens doivent comprendre que cette stratégie de communication, le Burkina Faso, quand la crise a démarré, notre point faible, c'était la stratégie de communication. Tout le monde a décrié ça. Aujourd'hui, quand même, il y a des gens qui sont en train de réfléchir pour mettre en place une stratégie. Il faut saluer. Aussi, moi, je trouve qu'ici, il ne s'agit pas de faire le culte de la personne de quelqu'un. Il ne s'agit pas de chanter les louanges de qui que ce soit. Non. Il s'agit, dans cette stratégie de communication-là, changer la mentalité des Burkinabés. Dans cette stratégie, travailler à faire émerger un Burkinabé nouveau, en tout cas dans un pays qui est concurrent, un pays respectueux, un pays respectable, un pays résilient. Pour que, enfin, le Burkina nouveau que nous sollicitons, le Burkinabé que nous voulons là, puisse apparaître. Pour moi, en tout cas, moi, je vois un projet holistique. Sinon, il ne s'agit pas de dire que oui, on a tué tant de terroristes là, bon, pour faire le culte de la personne de qui que ce soit. Et ici, de rassurer aussi les Burkinabés que si c'est une stratégie, je pense que
C'est là qui l'ont rédigé. Bon, je soupçonne en tout cas certaines sommités que je respecte beaucoup. C'est des gens, et en tout cas, ils ne sont pas dans le gaspillage. Si on fait 8 à 500 millions, normalement, ça devait être au-dessus de ça. Rassurons-nous, 500 millions dans une communication, ça, c'est pas, qui est expert dans le domaine l'a bien dit, c'est pas une somme astronomique. Ailleurs, ce sont des milliards de francs CFA. Travaillons à ce que pays voisins à côté de nous sont des travaillons milliards. à ce que, en tout cas, le peu qu'on a mis là, on puisse soit pertinent pour qu'à l'aide du bilan, en tout cas, ce projet-là serve. C'est ce que je voulais dire. Mais je voulais juste ajouter que par rapport à l'externalisation, sur l'information que j'ai reçue, en fait, je crois que tous les pays du monde le font à un moment donné. Certains aspects de la communication sont externalisés. Et dans le cas du Burkina, l'information que j'ai à chacun d'apprécier, c'est que justement, si en ne faisant pas ça et en permettant à l'État d'aller jusqu'à la production des outils de communication, avec les systèmes, les lourdeurs bureaucratiques et consorts, ça risque de poser problème. Donc l'idée serait de dire, on signe un contrat avec une agence, avec un cahier de charges, et puis après on l'évalue. C'est-à-dire on met l'argent à ta disposition, après tu justifies combien tu as dépensé dedans. Je trouve que ça, pour ça vraiment il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Donc de voir quels sont proposer concrètement. À partir de ça, on verra. Issou Savadogo. Ouedraogo, pardon. Ouais, bon, moi, je trouve que cette mesure, pour moi, est incompatible dans le contexte actuel. Mais nous ne savons pas, peut-être pas, ce que le gouvernement va faire, parce que d'habitude, le gouvernement avait choisi de ne pas communiquer sur ses prises de décision pour les expliquer au peuple. Peut-être que ça sera enfin la fin de cette façon de voir. Mais moi, j'ai toujours dit qu'au Burkina, il y a des choses qui ne m'étonnent pas. Parce que si dans ce pays-là, on a donné des permis d'exploitation à des mines qui n'étaient même pas domiciliées au Burkina, qui après, on trouve qu'il y a des difficultés, on revient retirer encore ces permis, il n'y a pas de problème. Allons, c'est comme on le dit souvent, on reconnaît le vrai maçon au pied du mur. De par le passé, on a vu des communications gouvernementales qui ont été confiées à des agences de communication, comme le professeur le disait, mais quand vous prenez le produit final à la fin, mais ça fait pitié. On ne sait pas réellement où les fonds ont été mis pour de telles communications. Mais maintenant, bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours sans la voiture. On verra réellement ce que les agences de communication feront sur le terrain pour réellement voir si réellement il y a du nouveau dans cette façon de communiquer. Donc, je m'arrêterai là pour ne pas aller en profondeur. Mais quand même, si c'est maintenant qu'on va réfléchir à ça, je trouve quand même qu'il y a des questions à s'interroger. Mais est-ce que vous comprenez l'indignation d'une partie de l'opinion? Oui, mais je comprends l'indignation, puisque c'est ce même gouvernement qui a travaillé, a fait comprendre que les médias ne faisaient pas le travail, qu'au sein des médias, il y avait des apatrides, il y avait des gens qui n'accompagnent pas le gouvernement dans sa communauté. Rappelez-vous bien qu'à un certain moment, les journalistes avaient accès, par exemple, au Conseil des ministres qui avait, par exemple, des questions à poser à certains ministres concernant des questions principales concernant certains secteurs. Mais jusqu'à présent, depuis que le MPSR est arrivé, c'est un blackout. On ne peut plus avoir accès au Conseil des ministres pour un compte-rendu. On ne fait que recevoir tout ce qui est... On les plaque sans changer une virgule. Ça, c'est déjà de la communication. Mais notre métier va au-delà de la couverture du Conseil des ministres. Mais je suis parfaitement d'accord. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour dire qu'au-delà de ça, moi, je trouve que c'est le même gouvernement qui avait mis dans la tête des gens comme la communication n'a pas de prix. Or, la communication a un prix. Ça veut dire que c'est ils se sont fait rattraper de ce qu'ils faisaient. Puisqu'à un certain moment, ils avaient mis dans la tête des Burkinabés comme quoi la communication ne coûte pas cher. Les journalistes, même s'ils allaient accepter accompagner le gouvernement, ça ne va pas aller au-delà. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la somme de 500 millions, il n'y a pas celui qui vous dit qu'on a mis 500 millions pour faire de la communication. Et il va comprendre, il va dire qu'on est en train de délapider de l'argent. Or, on doit parler de rationalisation. Mais c'est normal. En fait, l'indignation ici, il faut être clair, il faut être juste. En fait, ici, les professionnels parlent de la qualité du travail qui sera donné. Mais il y a des esprits malins qui sont en train de monter à la tête de tout le monde, comme quoi on a mis autant de temps pour dire n'importe quoi. C'est ça qui est dangereux. Il y en a, c'est une communication malsaine.
pour dire qu'on a mis 50, 500 millions, on voit une somme astronomique qu'on a mis. C'est ça qu'il faut dénoncer. Sinon, tout le monde sait que vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous n'avez pas une très bonne stratégie de communication. Même en entreprise, les entreprises sérieuses mettent plus de 50% du budget dans la communication. Question d'objectif. Merci. Voir, c'est l'appel téléphonique le plus commenté, le plus scruté. C'est l'appel d'un fils tombé en disgrâce qui se rapproche de son père en politique. Guillaume Soro et Alassane Ouattara se parlent après 5 ans de rupture. Docteur Zoungrana. Moi, je pense qu'il faut saluer l'initiative. Et je prie Dieu que ça soit sincère et honnête. Parce qu'il n'y a rien, on ne doit jamais encourager la division. C'est quelqu'un avec son père spirituel, logiquement, ils doivent se retrouver. Et Alassane gagnerait effectivement à tout faire pour retrouver son bon petit. Parce que, si vous remarquez, regardez la Côte d'Ivoire entourée par des jeunes présidents. Quand vous prenez la Guinée, c'est un jeune président arrivé par un coup d'État. Vous prenez le Burkina Faso, c'est la même chose. Vous prenez le Mali, c'est la même chose. En dehors du Ghana... Mais la forme est différente. Hein. Non, tout à fait, je suis d'accord. C'est des jeunes présidents qui sont arrivés avec une nouvelle mentalité. L'autre allié de Alassane Dramane, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est bien Macky Sall. Vous avez vu comment les choses se sont déroulées là-bas. C'est un président anti-système qui est arrivé. Et si ce qui est arrivé à Macky Sall ne sert pas de leçon aux autres, c'est qu'ils auraient perdu leur temps. Macky Sall, s'il avait préparé un remplaçant, ce n'est pas évident que ce soit Sonko qui allait arriver. Mais il a pris son temps pour qu'à la dernière minute, il devait jouer sur la Constitution. Ça n'a pas marché et du coup, il a tout perdu. Non seulement il a perdu, il n'a pas pu modifier la Constitution, deuxièmement aussi, son parti est en déroute. Alors, pour éviter cette situation en Côte d'Ivoire, moi je pense que le président Alassane, il doit préparer sa sortie. Vous savez, quoi qu'on dise, il a fait un très bon mandat, il faut le reconnaître. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, on sait qu'il y a un grand changement. Au niveau des investissements et même au niveau de la réconciliation, c'est vrai que tout le monde ne s'est pas retrouvé, mais quand même il y a la paix. Il ne faut pas gaspiller ça. Il faut qu'il prépare, en tout cas, son départ. Et vous pensez que son plan peut être Guillaume Soro? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à l'état patent, quand je regarde derrière lui, celui-là qui peut lui permettre à son parti, en tout cas à ses partisans, en tout cas, de prendre le pouvoir, s'il met Guillaume Soro de côté, moi je pense, surtout en regardant ce qui s'est passé au Sénégal, ça sera un anti-système. Et qui ne sera pas dans la même logique que lui qui prendra le pouvoir. Et les jeunes, en la matière, font les jeux. Je ne citerai pas de nom pour ne pas faire la pub de qui que ce soit. Alassane Dramane Ouattara a fait un bon mandat et je pense, au regard de son âge, il doit savoir sortir par la grande porte. Et d'ailleurs, ce petit-là, c'est son petit. Et c'est son bon petit. Et quel que soit ce qui s'est passé, ils doivent s'entendre. Non, c'est bien clair. Parce que, non, je ne défends pas la cause de Guillaume Soro. Je suis de ceux-là qui pensent que dans la vie, quand vous avez un père spirituel et un fils, quand vous divisez, on dit que les royaumes là commencent à tomber quand les royaumes commencent à se combattre, quand les princes commencent à se combattre. Donc moi je pense qu'ils doivent tirer les leçons. Et moi je salue cette initiative. Je prie Dieu qu'il balise la voie pour qu'ils se retrouvent. Merci, docteur Yamba. Donc en réalité, le dialogue était possible. Merci pour la prémonition du docteur. C'est bon, docteur, je ne suis pas. En fait, je l'ai toujours dit, les relations humaines ne sont pas des absolus, elles ne seront pas demain. Et le paysage politique ivoirien nous en donne des leçons. C'est un cas d'école en matière d'alliances politiques qui se font et se défont. On a vu d'abord Laurent Gbagbo avec le président Ouattara contre Bédié, après Bédié et Ouattara contre Gbagbo, et ainsi de suite. Donc c'est pratiquement une logique nationale qui se perpétue. Par contre, ce que j'ai reproché à Guillaume Soro après sa démission du poste de président de l'Assemblée nationale, c'est sa communication. J'ai trouvé même au départ qu'il n'avait pas à communiquer sur la diabolisation de Ouattara. Il y a déjà l'opposition qui l'a si bien fait. Il n'en a pas besoin s'il voulait se construire une carrière plus tard. Il n'avait qu'à retourner dans une vie publique, civile, en faisant des actions au sein des populations. On m'a fait croire que non, et Ouattara ne l'aurait pas laissé faire. Et j'ai même été l'un des premiers à penser à une stratégie, à un plan où on jette Soro à la pâture pour accueillir, pour récolter de la sympathie des camps adverses
temps opportun, le poster comme candidat. On m'a dit non, c'est pas plausible. Guillaume est allé trop loin contre son papa. Ouattara ne peut pas pardonner. J'ai dit, mais les relations ne sont pas des absolus. Aujourd'hui, je salue cela parce qu'on a tous appelé à ce que, quand même, on est parvenu à faire revenir, accepter le retour de Laurent Gbagbo, le retour de Blé Goudé. Pratiquement tous les exilés politiques sont rentrés. On ne peut pas comprendre que le favori, tombé en disgrâce, certes, ne soit pas aussi des retours dans l'arène politique. Surtout qu'aujourd'hui, le paysage politique ivoirien se développe avec l'arrivée de Thiam. Souvenez-vous, Thiam, c'est quelqu'un aussi qui est resté en retrait de la scène politique, mais il est venu quand même avec des arguments. Il prend la tête du plus vieux parti, qui est le parti du président Félix Houphouët-Boigny. Il vient avec, en ayant observé les acquis du président Ouattara, il vient avec une lecture, il est ingénieur concepteur, il est économiste, il connaît plus ou moins les points faibles du régime Ouattara. Il est venu avec pratiquement un argumentaire solide sur le social et sur le sujet. Mais il n'est pas un anti-système. Il n'est pas un anti-système. Je n'ai pas dit qu'il est anti-système. Donc il fallait peut-être que déjà que le président Ouattara songe à déjà commencer à ramener les esprits vers une possible réconciliation avec Soro. Si ce n'était pas son intention, il n'était pas obligé d'accepter l'appel de M. Soro. Quelqu'un a dit, mais attends, donc depuis tout ce temps-là, Ouattara n'a pas bloqué le numéro de M. Soro? Qu'est-ce qu'il attendait? Donc, quelque part, on peut dire que cette volonté n'est pas forcément seulement de M. Guillaume Soro. Ça peut être de M. Ouattara. Et je pense que c'est une belle perspective pour l'élection de 2025. Ce n'est pas forcément le jockey, le candidat, mais il pourrait trouver le discours. Ouattara pourrait trouver un discours, faire adhérer ses sympathisants, ses adeptes à un nouveau projet avec Soro, en lui donnant la possibilité de dessiner, d'écrire lui-même son propre discours, quitte à jouer, à faire un jeu de mots entre anti-système, amélioration. Bon, il y a tout un panoplie de propositions, de discours politiques à faire ressortir. Il y a toute cette possibilité. Et je pense que c'est une bonne initiative, c'est une bonne alternative pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans cet élan, selon vous, quel a été le rôle ou la place des pays de l'AES? On sait que ces pays ont déroulé le tapis rouge à Guillaume Soro. Est-ce que cette dynamique a pu peut-être influer sur cette tendance de rapprochement entre les deux? Je ne pense pas. Il y a des gens qui disaient non, Soro est sur toi au Burkina, il va attaquer la Côte d'Ivoire, il veut s'appuyer sur les régimes militaires. Il a dit non, vous faites une mauvaise lecture. Je ne vois pas un pays voisin de la Côte d'Ivoire qui aurait intérêt à aider Soro à déstabiliser Ouattara. Ce n'est pas, moi je ne le vois pas. Par contre, cette sortie dans les pays de l'AES a peut-être contribué à voir un peu l'élan, la politique future de Guillaume Soro. Un président anti-système ou conciliateur des systèmes, il aura une alternative nouvelle qui intègre une nouvelle donne pour rapprocher ces pays. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que si Soro arrivait à être le président du RHDP qui venait à briguer la France et qui est président, les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Burkina ne peuvent que s'améliorer. Il y a déjà eu un contact avec le capitaine. Les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Mali ne peuvent que s'améliorer. Il y a déjà eu un contact avec ces dirigeants. Donc, du coup, je pense que la sortie dans ces pays de l'AES peut être un atout de plus pour sa carrière politique en Côte d'Ivoire. Moussa Savadogo, est-ce que vous pensez que la visite de Guillaume Soro dans les pays de l'AES a pu peut-être influer sur la tendance actuelle de rapprochement entre lui et son mentor, on va dire, Alassane Ouattara? Peut-être, mais je n'y crois pas trop. Parce que vous vous rappelez, quand il est venu ici, il a été reçu en grande pompe par le capitaine. Sur ce même plateau, j'avais dit qu'il faut faire très attention. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Burkina Faso. Et je vois très mal Guillaume Soro, un anti-système. Et d'ailleurs, quand on parle d'anti-système, il faut faire très attention. Est-ce que l'anti-système tel qu'il est prôné au niveau de l'AES
est le même anti-système, par exemple, au niveau du Sénégal. Même si là-bas aussi on parle, je pense qu'il faut faire très attention. Et je vois très mal Guillaume Soro être un anti-système. Parce que n'oublions pas, Guillaume Soro, quand il était au niveau des forces rebelles et consorts, n'oubliez pas ce que la France a fait pour justement maintenir les forces nouvelles. Les négociations de Marcoussis avec Blaise Compaoré et tout. Guillaume Soro, je trouve qu'il est tout sauf un anti-système. Même son exil, il peut le devenir. Il peut le devenir. Tiani, aujourd'hui, qui est à la tête du Niger, service ou des présidents qui étaient totalement dans une autre posture. Oui, ouais. Il peut avoir. Mais n'oubliez pas que Tiani, d'abord, lui, c'est un militaire. Guillaume Soro, c'est d'abord un homme politique. Il n'a rien à voir. Son parcours avec Tiani, c'est même pas comparable. Voilà, parce que ça a d'abord été un chef rebelle qui a eu beaucoup d'alliances avec beaucoup de présidents, le président Blaise Compaoré, au Gabon et tout, avec la France. Vous pensez que si n'eût été le soutien de la France, est-ce que Gbagbo allait quitter le pouvoir? Je ne crois pas. Parce que même militairement, quand il fallait aller le pêcher, rappelez-vous un peu quelle a été la mission. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire à ce moment-là et j'ai même été réfugié au camp militaire français parce que j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, du coup, il a fallu que, voilà, etc. On a vu tout ce qui s'est passé. Moi, je pense que Alassane est en train de dévoiler peut-être un programme qu'on n'a pas vu venir, c'est-à-dire dans un premier temps, il s'est concentré sur les infrastructures, les questions économiques et consorts, et maintenant, peut-être 100 ans, son départ arrivé, il a maintenant commencé à ouvrir le côté de la réconciliation nationale, parce que pendant très longtemps, c'est ce qu'on lui avait reproché, voilà, qui misait sur l'économique, et qu'il n'y avait pas la réconciliation. Gbagbo est arrivé, tout ça, et je pense que Guillaume Soro aussi, il faut faire très attention, je pense qu'il est fabriqué d'éligibilité, je ne sais pas, oui, il est condamné. Voilà, il est condamné. Donc oui, on peut même le laisser venir sans lui donner l'armistice pour pouvoir l'écarter. Donc rien n'est encore gagné. Rien n'est encore gagné, mais au moins quand même le fait que d'abord ce soit lui qui prenne l'initiative, qui l'appelle, et que le vieux l'accepte, et que le vieux dit bon, on est prêt pour la réconciliation. Je pense que Alassane est en train d'ouvrir le 3e chapitre de son mandat, qui est la réconciliation. Si vous permettez, je dis juste un mot par rapport à Soro. Pas en tant qu'anti-système, mais Soro quand même a un avantage sur l'électorat du Nord. C'est-à-dire, j'ai fait une enquête dans la région. Aujourd'hui, au RHDP, sans Ouattara, l'électorat, le bastion RHDP du Nord, préfère Soro à n'importe quelle personnalité du RHDP. Donc, c'est quand même... Ouattara est certainement au parfait retour de ces réalités. Le premier intervenant aujourd'hui de Ouagadougou, M. Sungalo Palma. Bonjour. Oui, bonjour à vous, M. Traoré. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Bonjour le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Moi, je voulais intervenir sur la crise énergétique que traverse le Burkina actuellement. Nul ne sans ignorer que l'électricité est devenue le moteur de l'économie. Aujourd'hui, sans électricité, on ne peut rien faire. Je pense que quand on nomme un DG, un manager à la tête d'une institution comme la Sonabel, c'est pour apporter les solutions aux difficultés actuelles et anticiper sur les difficultés à venir. Et non nous faire l'historique de la Sonabel. Pour moi, le DG a été un acteur principal de la Sonabel parce que ça fait plus de 15 ans qu'il est à la Sonabel. Ça veut dire qu'il connaît tous les problèmes qui traversent la Sonabel. Et ce que je veux dire, en donnant l'explication que les matériels sont dépassés, sont déjetés, pour moi, c'est une pilule qui ne passe pas. Quand j'achète un matériel pour mon travail, je sais que si le matériel peut faire que 5 ans, je mets de l'argent à côté pendant 5 ans pour que, quand le matériel ne sera plus exploitable, que je puisse renouveler pour continuer ma production. En comptabilité, on appelle ça l'amortissement. Ça veut dire mettre de l'argent à côté pour pouvoir renouveler le matériel. Donc, il ne peut pas nous dire que les matériels n'ont pas été amortis en son temps. Et je voulais ajouter que la crise que traverse la Sonabel, c'est le fruit de la mauvaise gestion des régimes passés, des régimes précédents, qui dépensaient à des peut-être en renouvelant des équipements ou en construisant des centrales électriques à l'argent dans la caisse de certaines sociétés comme la Sonabel, l'Urnia, la Sonabel, j'en passe. Aussi, vous vous rappelez, en 2012, sous la direction du DG Salifou Sabatogo, des ministres Kader Sissé et Arthur Sabatogo, ils sont générateurs de plus de 100 tonnes qui
qui a coûté plus de 300 milliards, si je ne me trompe pas, à l'État burkinabé. Le transport même de ces générateurs a fait casser des ponts. Donc l'information est passée ici, tout le monde est au courant. Les générateurs, en son temps, nous ont dit qu'il n'y aura plus de délestage quand ils vont mettre ces générateurs en masse. Mais jusqu'à aujourd'hui, la machine n'a jamais été démarrée. Et on n'a pas eu des explications par rapport à ça. On ne peut pas se permettre de dilapider les peu de ressources qu'on a. Aller injecter à l'extérieur pour des machines qui ne vont même pas nous servir. Ces gens n'ont même pas été inquiétés un peu partout. Moi, j'ai fait un calcul simple. Supposons 10% même de ces 300 milliards. Ça fait 30 milliards, sans compter des surfacturations. Ça veut dire qu'il y a 30 milliards qui sont partis dans les poches des gens sans qu'ils ne soient inquiétés. Le Burkina n'a pas assez de ressources. Le peu qu'on a, il faut qu'on exploite de façon efficiente. Heureusement qu'on a un chef d'État qui est arrivé pour mettre fin à toutes ces pratiques qui n'ont fait que mettre le pays en retard. La corruption, il faut que ça s'arrête. Donc, moi, je vais demander au DG de la SONABED qui porte son chapeau de manager, prendre des décisions assumées. Un manager, il prend des décisions, il l'assume, mais un technicien, il explique les raisons d'un problème. Donc, il porte son chapeau de manager et puis vraiment diriger la société là comme il faut. On va demander au DG de l'ONEA, par contre, une grande société comme l'ONEA doit trouver quand même des solutions palliatives. S'il y a de l'État, par exemple, je pense qu'il doit quand même avoir des moyens pour payer des plaques solaires, des plaques solaires, des batteries vraiment formidables pour que, en cas de délestage, par exemple, qu'ils puissent utiliser pour servir de l'eau à la population. Mais il ne peut pas nous dire qu'ils sont liés à la SONABED. Et dès qu'il y a le délestage, il faut qu'il y ait des coupures d'eau. Ça ne peut pas passer. Il n'ont qu'à trouver une solution. Donc pour moi, actuellement, pour sortir de cette situation, qu'on demande aux grandes sociétés industrielles qui pompent vraiment de l'électricité, qu'en journée, par exemple, s'ils peuvent balancer sur les plaques solaires, parce qu'ils ont les moyens pour installer des plaques solaires, permettre maintenant, le peu de mégas qu'on a maintenant, qu'on puisse servir les ménages, ceux qui font des travaux manuels, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, s'ils ne travaillent pas toute la journée, ils n'ont pas quelque chose à manger, parce qu'ils vivent au jour le jour. C'est ce que je voulais dire sur le sujet. Merci, bon dimanche à tout le monde. Merci, M. Sounalo Palma, pour votre contribution. Merci. Issou Ouedraogo, on revient à vous. Un rapprochement entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, pour vous, c'est quoi la perspective? Bon, moi je dirais que le processus était enclenché il y a longtemps. Quand vous prenez Laurent Koudou-Babou, vous prenez Charles Blé Goudi et les camarades, ils y étaient déjà souscrits à ce projet. Et récemment, le président Alassane Dramane Ouattara vient de faire un geste avec la libération d'un monsieur comme Soul Toussoul. Il y a l'ancien directeur du cabinet de Guillaume Soro, Chris Yapi aussi, qui a été libéré, même s'il était toujours très difficile. Vous pensez que c'est Chris Yapi? Même s'il était... même s'il était Chris tout Yapi, difficile. C'était un avatar. Bon, c'est ce que je pense. Et voilà. Et je pense que c'est une façon de décrypter aussi la situation. Et comme on le disait, Guillaume Soro était de plus en plus isolé. Et avec cette façon de faire, c'est une façon aussi de faire peut-être baisser la tension. Même si on reconnaît que Guillaume Soro était toujours un bon politicien. Et cette façon de faire, pour moi, c'est une façon aussi de rappeler, surtout que Guillaume Soro vient de voir ce qui s'est passé au Sénégal. L'entrée en jeu aussi d'un monsieur comme Tidjane Thiam, ça peut être des prémices pour lui faire comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de la rébellion ou de la subversion pour faire de la politique. Ça peut peut-être être un élément aussi dedans. Donc pour moi, avec tous ces éléments, je pense que ce rapprochement-là peut peut-être contribuer quand même à faire sortir Alassane Ouattara par la grande porte, et comme les uns et les autres disaient, qui a mis beaucoup de temps dans la construction, dans l'investissement des infrastructures, et qui est en train de préparer peut-être sa sortie. Et je me dis qu'Alassane Ouattara va surprendre beaucoup de gens par sa sortie, parce que beaucoup de gens pensaient qu'il allait s'entêter, continuer, mais à voir, c'est une chose, j'ai l'impression qu'il risque de rentrer dans l'histoire. Merci. Au Sénégal, les premiers pas de Bassirou Diomaye Faye et d'Ousmane Sonko, les deux ont signé la liste du nouveau gouvernement, un gouvernement de rupture, selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Docteur Zoungrana, c'est finalement la meilleure carte. Diomaye président, Ousmane Sonko Premier ministre. Oui, bon, finalement, quand on va démarrer,
on a été obligé de se plier à la volonté de Macky Sall. Sinon, aujourd'hui, le président, c'était Sonko et le premier ministre pouvait être demain. Bon, mais quoi qu'on dise, c'est la victoire d'un système. C'est ça qui est très important. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, il y a un fait banal qui a fait jaser les gens. Il y a un des partisans de Sonko qui l'a interpellé, Monsieur le Président, à la présidence. Il a dit non, je ne suis pas le président. Ici, tu m'appelles Premier ministre, mais pas le président, parce qu'il y a un président. Ça montre que quand même, il y a un attelage qui est en train de se construire. Et les gens pensent que Sonko a tenu un discours juste pour la campagne. Non. Si vous regardez son histoire, vous allez voir que c'est un peu le père spirituel son père spirituel, c'est Mamadou Dia, qui depuis 58 déjà a commencé à tirer à boulet rouge sur la France, qui a même demandé contre Van Aymara ce qu'on vote non, à l'image de Sékou Touré, et qui a même sacrifié son amitié avec Senghor et écopé de 20 ans de prison parce que tout simplement, il ne voulait pas, en tout cas, que les relations telles que menaient entre la France et le Sénégal se de cette manière. Et si vous remarquez les discours, les références de Sonko, c'est Dia. Donc, ça suppose que c'est quelque chose qui a été construit en lui. Ce n'est pas simplement un feu de paille. Donc, du coup, nous avons l'espoir. Et aussi avec le gouvernement qu'il a formé, 25 membres, 5 ministres d'État. Donc, il s'inscrit toujours dans la bonne gestion, la rationalisation, en tout cas, de diminuer les trains de vie de l'État. Il s'inscrit dans cette logique. Et aussi, bon, les réformes qu'il veut engager, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau des ressources minières, bon, tout ça, en tout cas, c'est bien entendu. Et ce qui est intéressant, on sent qu'il y a une certaine collégialité. Vous avez écouté le discours du président. Et un fait très important, lorsqu'on a commencé à citer, lors des préséances, on a cité les présidents. Lorsqu'on a cité le nom du président guinéen, la salle s'est enflammée. Ensuite, silence radio. Quand on a cité le représentant du Burkina Faso, la salle s'est encore enflammée. Silence radio jusqu'à ce qu'on quitte le Mali. Ça montre quelle est l'orientation du peuple. Déjà, ça, c'est un élément important. Et la collégialité aussi, c'est le discours. Ce n'est pas le peuple qui était dans cette salle. On n'a pas d'éléments. C'est bien sûr. On ne peut pas résumer le peuple sénégalais. Non, je suis d'accord. Mais écoutez, attends, mon frère et ami, dans ce type de rencontre, c'est la crème de la crème qui est sélectionnée. C'est un échantillon représentatif de la population. Je suis parfaitement d'accord. Ça montre qu'au moins, et d'ailleurs, presque tous les médias ont dit que les pays de l'AES ont été très bien accueillis. Et les gens, ça a été même l'objet de commentaires sur certaines chaînes. Tout le monde le sait très bien. Et moi, ce qui est intéressant, c'est la collégialité. Vous avez écouté le discours aussi du président de la Cour constitutionnelle. Et je retiens 3 éléments. Il a bien dit à Faye, je prie pour toi pour que l'ivresse du pouvoir, la puissance du pouvoir ne te prenne pas. Je te demande aussi de tout faire pour que les diables de l'évil n'en viennent en toi. Et troisièmement, il faut savoir que c'est la main de Dieu qui fait que tu es là. Si tu as ces conseils avec toi, nous sommes derrière vous, on va vous accompagner. Donc je pense qu'il n'y a rien de tel. Nous, aujourd'hui, nous rêvons de ce type de pouvoir pour l'Afrique, pour qu'enfin, nous puissions sortir gagnants. Parce que l'Afrique est fatiguée. Ça fait près de 60 ans, nous sommes derrière les autres. 60 ans, on a la main tendue. Désormais, nous avons les compétences, nous avons les intelligences nécessaires. La voie est tracée. Merci, Dr Zoungrana. Le deuxième intervenant nous appelle également de Ouagadougou. Bonjour, Monsieur Tony. Oui, bonjour, Monsieur Traoré. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Allez-y pour votre contribution. Ok, bonjour aux invités, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Moi, c'est par rapport aux exercices qui sont basés à Ouagadougou, à l'extérieur du pays, qui demandent de faire retour à l'ordre constitutionnel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais moi, pour moi, j'ai une solution pour eux. S'ils veulent qu'on sorte là, ils n'ont qu'à venir prendre les armes, rentrer en brousse et puis finir avec ces terroristes-là. Quand ils vont finir avec ça là, je sais que le président ne va même pas discuter. Il va quitter et puis on va le directement aux élections. Vous voyez, vous regardez dans le Nagana, ce qui ne va pas là-bas actuellement. Vous prenez Zimbala, vous prenez Djimoro, vous venez à Gassan, Zaba, et Soro, Dieré, vous remontez à bas, vous venez à Thomas, et Gouin, et Chouma, jusqu'à Ator. Tout est vide, il n'y a même pas déjà, les gens sont basés à Thomas, mais pour manger même, c'est un problème. Est-ce que ces politiciens-là, même si on dit à l'élection, ils peuvent aller partout pour aller battre des campagnes? Les gens n'ont qu'à faire pardon. Le Burkinabé, mais moi je le comprends pas. On est très difficile et indiscipliné dans ce pays-là. Il va falloir qu'on mette de l'ordre. D'abord, pour aller aux élections, même si on finit avec cette guerre-là, il faut mettre des institutions fortes. Ça, c'est un.
Le programme que le président a tracé, toutes les sociétés qu'il a mis, les machines comme les usines de tomates, fabrication des tenues militaires, il va falloir qu'on mette tout en place et ficeler tout. Selon quand ces gars-là, certains politiciens, je ne sais pas, je n'ai pas dit tout, certains qui vont revenir, ils vont remettre tout en cause. Parce que la plupart du temps, ils viennent pour les vendre. Nos sociétés qui ont été bradées, si tout le monde sait, regardez l'Onatel, quand Blaise Compaoré était là, ils ont vendu une partie. Mais quand le président Roch est venu, ils ont vendu l'autre partie. Quand les syndicats voulaient s'élever, ils ont déjà passé le... Monsieur Tony, oui. L'Onatel n'a pas été vendu à notre connaissance. J'ai dit l'Onatel. L'Onatel n'a pas été vendu à notre connaissance. Mais tellement, il y a une partie qui a été vendue. Nous, on n'a pas cette information. Bon, moi j'ai cette information parce que... D'accord, mais comme nous sommes sur un média et que nous n'avons pas la possibilité de vérifier, on peut s'en passer. Allez-y. Bon, ok. Donc moi je vais demander à ces journalistes-là, ils n'ont qu'à nous laisser, on va finir avec ce terroriste-là d'abord, avant qu'on va les revenir. Parce qu'on voit que, là, je me demande si ces gars-là même, ils ne sont pas corrompus. Parce qu'on a vu ici, où l'OTAN et Marcel Tankwano, même le palais de Moro Naba, allez-y, où d'autres doivent aller protéger. On a entendu Marcel Tankwano sur les zones qui disaient que celui qui va se mettre à travers M. Damiba, qui le trouveront sur la route. Mais ces OSC-là veulent quoi? Moi, je crois qu'il faut créer des travaux, il faut créer un travail pour travailler, au lieu de rester à prendre l'argent dans les dossiers de table pour venir déstabiliser encore ce pays-là. Bonne journée. Merci, M. Tony, pour votre contribution. Retour sur ce plateau. Issouf, non, Issouf avait déjà eu la parole. Pour le Sénégal, non. Le Sénégal, allez-y, Issouf. Et moi, je dirais que le duo Faye Sonko est promoteur, mais ils ont tellement promis à tout le monde que ça ne sera pas facile de ne pas créer des mécontents. Déjà, quand vous prenez les féministes sénégalaises qui s'étranglent de rage et qui s'emportent parce que, vu le combat des femmes qui ont joué contre le régime Macky Sall, ils ne sont que 4. Donc ça a commencé à irriter un peu les féministes sénégalaises qui sont en train de monter au créneau pour dénoncer quand même, vu le rôle qu'elles ont joué contre le régime Macky Sall, ils ne devraient pas quand même se faire représenter par 4 femmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce qu'il faut aussi... ça, il faut quand même noter qu'il y a une femme qui est au ministère des Affaires étrangères. Oui. Et dans l'ordre protocolaire, c'est une première. Je suis parfaitement Elle vient automatiquement après le Premier ministre. C'est mais, majeur et c'est inédit. Mais quand même, c'est le nombre ici, les féministes sont en train de parler. Absolument. Voilà. Et ensuite, il y a aussi l'impatience des fonctionnaires et la jeunesse qui pensent que l'argent du pétrole va résoudre tout immédiatement. Et ils pensent que le PASTEF va venir le redistribuer équitablement à tous les Sénégalais, comme ce qu'on voit avec les chavistes au Venezuela. Et aujourd'hui, on voit là où le pays se trouve. Et la deuxième chose aussi, la deuxième question qui se posera à ce duo-là, c'est l'élection présidentielle dans 5 ans. Lequel des deux sera candidat, Sonko ou Faye? Et cette brèche-là sera peut-être profitable à ces opportunistes courtisans-là pour s'engouffrer un peu et puis créer peut-être des soucis à ce duo. Mais quel qu'en soit, il faut reconnaître que c'est une question aussi qui doit être quand même, qui sera quand même débattue avec la tête sur les épaules. Ensuite, il y a aussi le problème qu'il faut reconnaître que l'élection présidentielle quand même au Sénégal est quand même une leçon pour beaucoup de gens. Elle est instructive parce que beaucoup de gens pensent que cette élection-là allait créer plus de problèmes que de solutions. Mais à l'arrivée, Dieu merci, on a eu la solution. Et ce qu'il faut reconnaître aussi dans ce problème-là, c'est que durant comment on appelle, ce mandat-là, est-ce que réellement les réformes tant entendues seront réellement arriver au bout quand on sait qu'actuellement, il n'a pas la majorité à l'Assemblée? Ça aussi, ça peut être une question qui peut bloquer peut-être certaines réformes. Ensuite, il y a aussi que l'expérience sénégalaise a prouvé que ce système-là n'est pas tellement comme d'autres le pensent, leur façon de voir les choses est différente des autres. Leur panafricanisme et leur souverainisme semblent être plus rationnels qu'émotionnels comparativement dans certains pays qui pensent que le panafricanisme, le souverainisme, c'est mettre tout le monde à la porte, c'est être dans l'émotion, à faire des réformes pas possibles sans prendre en compte certains aléas. Donc pour moi, Macky Sall
autant pour moi, Ousmane Sonko et Faye vient encore de montrer à certains pays en Afrique de l'Ouest qu'il faut savoir faire la différence entre le panafricanisme béant et le souverainisme béant par rapport aux réalités de nos pays. Merci. Moussa Savadogo, aujourd'hui, on est clairement dans une sorte de dualité avec un Premier ministre qui est présenté comme charismatique, un homme et un président qui est un peu calme, tempérament posé. Est-ce que ce duo va résister à l'exercice du pouvoir et ses problèmes? On souhaite que ça résiste, hein, parce que moi, ma plus grosse crainte, c'est qu'on ait une sorte de répétition entre ce qui s'est passé, par rapport à ce qui s'est passé entre Senghor et Dia. Voilà, où quand même c'était aussi la même chose, hein, c'est-à-dire même vision fusionnelle, et puis l'exercice du pouvoir fait qu'à un certain moment, il faut décider. Mais vous savez, la fonction de président, c'est un fauteuil présidentiel, c'est pas un banc. C'est-à-dire que c'est Faye le président et Sonko doit le comprendre. C'est à Sonko de redéfinir sa place. Savoir que même s'il était le premier responsable du parti, les données ont changé, il doit reprendre sa place. Et je pense que jusque-là, rien ne semble montrer qu'il ne l'a pas compris. Je pense qu'il a surtout... Zungrana vient de donner ce petit exemple-là où vraiment il a essayé de recadrer pour dire c'est pas moi le président et c'est un peu l'autre. Maintenant, par rapport aux engagements qui ont été pris, j'ai espoir parce que j'écoutais le nouveau ministre des Finances, je ne sais pas si c'est Diop, le nouveau ministre. Le nouveau ministre, voilà, qui expliquait, parce qu'il vient du FMI, je crois. C'est ça. Voilà, un ancien du FMI. Pourquoi il avait démissionné du FMI pour entrer dans la politique? Parce que justement, au niveau du FMI, il était, je pense, au Togo, en tout cas dans la sous-région ici, et il avait montré comment nos pays n'étaient pas souverains. Voilà, et c'est révolté de tout ça. Donc je pense que, ayant travaillé au niveau des institutions de Bretton Woods par rapport à la rupture, c'est-à-dire je pense que voici quelqu'un qui connaît la chose de l'intérieur et peut-être qu'il peut faire une rupture soft. Le plus important, c'est qu'on atteigne les résultats. Ce n'est pas d'aller contre vents et marées, contre tout le monde. Donc, du coup, ça me donne un peu espoir. L'autre élément, quand je l'ai écouté aussi, c'est par rapport à la manne pétrolière et gazière. Voilà. Et le Sénégal est en train de réfléchir sur un peu par rapport à ce que la Côte d'Ivoire a fait, ce que le Burkina a fait, ce qu'on appelle le contenu local. Voilà, comment les sociétés privées locales peuvent bénéficier de ça. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils disent qu'ils se soumettent aux recommandations de l'ITIE. On sait que l'ITIE a fait une très belle étude là-dessus. Donc, voici un peu, c'est ce qui me permet de dire que, voilà, il y a des autorités qui ont compris qu'il y a des structures qui ont réfléchi sur la chose. Parce que ce qu'il faudrait éviter, c'est cette malédiction des ressources naturelles-là. On prend le Congo, on prend tout ce pays, vous avez vu, et aussi le Tchad, parce qu'avec le Tchad, je me rappelle qu'on avait même créé le Fonds des générations futures, où il y avait un pourcentage qui était utilisé pour vraiment, comme un fonds souverain. Malheureusement, on a utilisé ça pour acheter des obus et des arbres. Donc du coup, on a impératifs de la guerre. On a sacrifié les générations futures, et je pense que la situation tchadienne n'est pas très enviable aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai, je pense qu'il arrivera des moments où c'est sûr que les deux seront en désaccord par rapport, parce que Faye, en tant que président, aura accès à des milieux où Sango n'ira pas. Il va aller rencontrer d'autres présidents, des choses. Il va rentrer vraiment dans l'ordre international, où peut-être qu'il va connaître une phase de désillusion, peut-être. Il va certainement connaître une phase de désillusion. Et maintenant, c'est comment il va s'adapter à ça. Merci. Yamba, on voit aussi que dans ce gouvernement, il y a 2 postes qui ont été attribués en réalité à des militaires de fonction ou retraités, notamment le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Défense et des Armées. Comment il faut comprendre cette entrée des militaires dans le gouvernement au Sénégal? C'est une première. Oui, avant d'en arriver, d'abord la dualité. Je m'inscris en contre-faux par rapport aux analyses qui comparaient cette dualité à Mamadou Dia et l'autre. Ce n'était pas pareil. Il y avait déjà la volonté de rupture avec Mamadou Dia, qui n'était pas très prononcée avec
le président Senghor. Dia aurait pu être président, que le Sénégal se serait déjà engagé sur cette voie de réforme. Et aujourd'hui, la dualité actuelle est faite par le président du parti qui a conçu le projet de gouvernement sur lequel Faye a défendu devant l'électorat sénégalais. Et c'est ce programme qui est mis en exécution par Sonko en tant que chef du gouvernement. Donc, il connaît le projet, il connaît le programme par cœur, il sait quelles sont les priorités. Il a même défini l'ordre prioritaire d'exécution du programme de gouvernement. Donc, à ce niveau, il n'y aura pas de dualité conflictuelle dans la gestion pratique du pouvoir. Et bon, je pense que c'est déjà une bonne base. Maintenant, au niveau international, par rapport à la personnalité du président, l'honorabilité et autres, je pense que Sonko est préparé à ça. Il s'est fait profil bas et les deux sont pleins à ça. Je pense que ça va pouvoir aider à gérer collégialement le pouvoir d'État pour les 5 prochaines années. Maintenant, par rapport à l'entrée de ces militaires, qui, entre autres, certains étaient à l'extérieur comme conseiller militaire, attaché militaire à l'ambassade de Russie, je crois, le général. Et puis bon, ça prouve que l'État est une continuité. Sonko était opposant, il était pratiquement vu par le parti au pouvoir comme un non-sénégalais. Mais il défendait un projet pour le même Sénégal. Et le Sénégal, c'est en compte tout le monde, y compris les militaires. On parlait tout à l'heure du cas des journalistes. Un militaire, c'est un citoyen. S'il est apte à gérer, à gouverner avec le civil, il n'y a aucun problème. Le problème est que quand on arrive à une situation de malgouvernance où le militaire s'introduit et s'accapare tous les leviers du pouvoir et puis instaure un régime militaire militariste et puis où on n'a pas la possibilité de voir comment les questions économiques, les questions de développement peuvent se développer, c'est ça où il y a problème. Mais dans ce gouvernement actuel, je pense que le gouvernement Sonko sera à l'œuvre pour mener à bien le projet pour lequel Faye est élu sous la magistrature du passé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de conflit. Merci, Issouf. Par exemple, le ministre de l'Intérieur, au temps de Macky Sall, parce qu'il refusait d'utiliser des armes létales contre la population. C'est venu réparer, rendre justice. Lors des manifestations de 2021. Justement, et il a été quand même limogé. Donc pour moi, je trouve que c'est une façon quand même de rendre justice à ce monsieur-là que je mets dans le gouvernement parce qu'au moins, il a quand même assumé son rôle en refusant d'exécuter une décision du président qui a son temps. Donc c'est une façon aussi de dire que non, quand réellement on est un militaire, on sait ce qu'on veut et quand on connaît son rôle, il y a certaines choses qu'il faut éviter aussi. Merci. Peut-être que juste par rapport à ce qu'il a dit, je pense que sur les 25 là, il y a 12 qui viennent du parti de... Oui, de la moitié voilà. Et les autres viennent d'ailleurs, y compris de Macky Sall. Donc on peut dire aussi qu'il y a une sorte d'ouverture qui est... Non, un ancien conseiller de Macky Sall. Il y a quand même une ouverture. Voilà. Ça a quand même une ouverture, quoi. Peut-être l'autre élément qu'il faut dire, vendredi soir avant son investiture, 3 jours avant son investiture, il a été appelé par Emmanuel Macron pendant près de 10 minutes, pour être exact, 30 à 31 minutes comme ça, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais tout est que si c'était logique de donner des ordres, ça ne l'est pas été. Ce qui serait un débat d'égal à égal, et c'est ce qu'il faut voir, ça ne dépasse pas ça. Mais la division, les gens vont tenter de le faire, c'est à eux seulement de rester soudés et de se rappeler qu'en tout cas, il y a la prison sur eux. C'est même pas le Sénégal, c'est l'Afrique qui compte sur eux, parce que tout simplement, on veut qu'en tout cas, on veut des leaders de ces gens-là pour qu'enfin il y ait la rupture. Ça ne dépasse pas ça. Merci, Dr Moumouni Zoungrana. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférences en littérature orale à l'Université Joseph Kizerbo. Merci d'être passé sur ce plateau. À côté de vous, Issouf Ouedraogo, il est analyste politique, il est journaliste chez le média en ligne Libre Info. Merci Issouf de nous avoir rejoints ce matin. Et puis Yamba Cabré, journaliste indépendant et correspondant de presse. Merci à vous également. Et enfin, Sassa Badogo, journaliste et consultant, formateur. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain, si Dieu le veut.